les Russes possèdent une avance, et c'est l'Ukraine elle-même qui en fait l'aveu, ou en tout cas certaines avances en matière de fibres optiques. Et on va voir maintenant des images assez étonnantes de comment les uns et les autres essaient au fur et à mesure de se rattraper. Regardez cette attaque avec des drones, si j'ai bien compris, là on a besoin de Xavier Titelman. Ce sont des drones où on a la fibre optique, c'est bien ça ? Tout à fait, on voit, ça se reconnaît uniquement ici à la qualité de l'image jusqu'à l'impact. Normalement, quand on descend, quand on se rapproche de l'objectif, quand on descend en altitude, la qualité vidéo qui va revenir jusqu'au télépilote, elle va se réduire. Or là, on va jusqu'au bout avec une qualité qui est impeccable, y compris entre les arbres. Et en fait, ces drones sont reliés avec un très très fin câble qui est à peine plus épais qu'un cheveu, un peu comme un moulinet de pêche. Et ça va comme ça avoir des câbles qui vont faire 5-10 km pour certains et qui permettent d'avoir ces frappes. 10 km. Vous dites qu'il y a un fil qui va jusqu'à 10 km. Donc il y a un fil qui lie le drone jusqu'au bout, jusqu'à l'impact, au droniste à 10 km. Alors, 10 km, le problème, c'est que ça a un certain poids, ça commence à dépasser les 1,5 kg. Or, quand vous avez des drones de cette catégorie qui font que 2 kg de charge utile, logiquement, vous réduisez la charge militaire que vous allez pouvoir emporter. Mais globalement, on a des drones de plus grande taille qui peuvent aller jusqu'à 10 km. Ceux qu'on est en train de regarder là, c'est plutôt 3 à 5 km de distance, mais le principe reste le même. Quelle que soit la qualité des brouilleurs, des systèmes de guerre électronique qui peuvent être installés sur les véhicules, finalement, ça ne sert plus à rien. Et les Russes et les Ukrainiens en utilisent désormais tous les deux. Après, évidemment, c'est compliqué parce que là, on voit qu'il y a des arbres. Quand vous devez passer entre les arbres avec un système filaire, vous avez intérêt à être précis dans le guidage, même si on sait que les pilotes de drones ukrainiens sont devenus les meilleurs du monde, tant ils ont l'usage de ces engins. Ouais, c'est comme les missiles anti-chars philo-guidés. Il faut avoir une bonne vue, un espace. Et donc, quand on est en face, dès qu'on voit un grand espace, on se méfie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que c'était plutôt une génération ancienne. Dans les années 90, on tirait des Milan avec justement qui étaient philo-guidés, et on nous disait que c'était les derniers parce que bientôt la génération suivante, on n'aura plus besoin de fil à la patte entre guillemets. En fait, si. Mais moi, je comprends pas pourquoi on revient au fil, Michel Goya, si vous pouviez nous expliquer. Parce que c'est pas brouillard. Il n'y a pas uniquement pour ça. Mais alors pourquoi pourquoi c'est dans cette période-là de la guerre qu'on revient, qu'on nous parle de ces drones filaires on les utilisait pas il y a quelques mois encore? Parce qu'on s'adapte en permanence. Et donc là, c'est une question de brouillage, d'accord. C'est le principal. Enfin, il n'y a pas que ça. On peut guider plus facilement. Effectivement, on a des images qui sont très, très bonnes, mais surtout, la principale qualité, c'est de résister au brouillage. Je me souviens qu'au début de la guerre, on nous avait demandé des lunettes pour les snipers, et on avait retrouvé des lunettes qu'on avait achetées, mais de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en plus, ils n'étaient pas visibles, et donc du coup, c'était encore du matériel hyper sophistiqué, de très bonne qualité, et on s'aperçoit dans cette guerre que d'un côté on a des choses très très perfectionnées, et de l'autre côté pour compenser ou pour détourner ces matériaux, ces matériels très sophistiqués, on revient finalement à une guerre traditionnelle. Mais innover, c'est parfois revenir complètement en arrière, retrouver des trucs anciens qui n'étaient plus utilisés. Ce qui est intéressant aussi dans ces images, c'est que c'est la frappe en fait qui est quasiment à hauteur du sol, ce qui permet de contourner la protection qui est sur le dessus du char avec cette espèce de filet qui est supposé protéger les drones, mais là apparemment il va taper à l'arrière sur le moteur, et donc là c'est pas protégé. C'est l'endroit le plus faible. Pourquoi, Xavier Titelman, les Russes là ont-ils, et c'est ce que dit, on peut peut-être l'entendre d'ailleurs, Boudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien, qui dit là les Ukrainiens doivent se bouger parce que c'est les Russes qui ont un bout d'avance. Écoutez-le. Nous sommes en train de remporter la guerre des drones. Mais les Russes utilisent un nouveau type de drone qui fonctionne grâce à la fibre optique, et ils le déploient sur tous les fronts. C'est un énorme problème pour notre armée car contrairement à des drones classiques, cela résiste à nos brouilleurs de signal. Dès 2025, nous travaillerons tous ensemble pour trouver une solution technologique permettant de faire face à ces nouveaux types d'appareils. Pourquoi, Xavier, ce nouveau drone, il dit bien la guerre des drones, ce sont eux qui l'amènent, les Ukrainiens, d'ailleurs ils en produisent une quantité phénoménale, mais sur ce point-là, ces drones filaires, il y a une avancée russe. Pourquoi ? Alors, chronologiquement, c'est d'abord les Ukrainiens qui en ont eu, mais ils n'ont pas trouvé ça pertinent parce que la guerre électronique russe, c'est-à-dire la capacité russe de brouiller les drones, était relativement faible, et donc
ne pas gâcher de poids, de charge utile avec un fil pour avoir plus d'explosifs par exemple, ils avaient fait ce choix. Mais comme les Ukrainiens, quasiment tous les véhicules sont équipés de systèmes de brouillage sur leur toit, les Russes, eux, ils sont très vite trouvés face à cette situation où un nombre croissant de leurs drones n'arrivaient pas à leur objectif, y compris des équipes à pied. Cannes, par exemple, que vous avez eu sur votre antenne plusieurs fois, un combattant français en Ukraine, il a un sac à dos de brouillage. Il y a des dizaines de drones kamikazes qui lui ont visé sur les différentes missions et qui sont tombés à quelques mètres de lui. Donc les Ukrainiens, ayant peu de guerre électronique face à eux, continuent à utiliser les drones classiques, et les Russes, ayant beaucoup de guerre électronique, ont dû utiliser ces fibres optiques qui passent malgré tout les brouillages qui peuvent être disponibles. Et aujourd'hui, les Ukrainiens le font également, parce qu'il faut simplement atteindre également ce niveau, parce que les Russes aussi avancent dans leur guerre électronique. Est-ce que ça ouvre des possibilités de combat? On se pose toujours la question, quelles peuvent être les offensives, par exemple dans les pays baltes? Que peut-il se passer si ça devait faire tache d'huile dans les pays baltes, en Géorgie, en Moldavie? Alors c'est dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN, ça, évidemment la donne est très différente, mais est-ce que cette guerre des drones change la donne? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des combats de drones qui ne sont pas au niveau d'une guerre trop importante, mais enfin quand même qui font des dégâts. Oui, alors ce qui se passe, c'est un modèle effectivement, notamment pour les pays baltes, pour la Finlande, enfin on va le dire plutôt des petits pays qui peuvent avoir maintenant des systèmes de défense relativement low cost, mais efficaces. Alors, on parlait des drones, mais une des grandes, et on parlait de retour, c'est d'innovation, de rétro-innovation, mais les lignes de tranchées, ça marche aussi. On s'aperçoit que oui, tiens, on n'a pas fait mieux, quoi. Voilà, les fortifications de campagne, ça marche. C'est la raison pour laquelle les pays baltes, maintenant, ils se fortifient, etc. Tout le monde se fortifie. En disant, tiens, le trou, c'est pas mal, tout simplement. Donc, basique, c'est très basique, mais ça marche, etc. Donc oui, des drones va faire avoir une artillerie, voire une aviation à base de drones, ça marche pas mal aussi. Ça permet de faire plein de dégâts. Ça coûte pas très cher. Ça coûte moins cher qu'une aviation moderne, des avions de combat modernes, des F-35, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a tout un modèle de défense qui se met en place. On a une armée ukrainienne qui résiste à l'armée russe. Donc les autres se disent, si on veut résister à l'armée russe, faisons pareil. Mais l'année dernière, les Polonais ont parlé, rappelez-vous-en, d'établir un rideau de fer, une sorte de rideau de fer à base de drones, à la fois donc des essaims de drones qui soient à la fois des drones de surveillance et des drones armés, afin effectivement de prévenir toute tentative d'attaque ou d'invasion. Donc c'est effectivement quelque chose qui est à l'esprit. Et c'est la troisième fois que je le cite ce soir, mais rappelez-vous le grand article de 9 pages dans The Economist de Zaloujny où il disait quoi? En l'absence d'hommes, on va les remplacer par des drones. Et donc la priorité ukrainienne, c'est de développer, de produire le plus de drones possible. Et c'est quelque chose qui sont en train de réussir. Ce pari-là, en tous les cas, les Ukrainiens le tiennent et le réussissent. Ils ont des centaines de types de drones différents maintenant.